On a le plaisir d'accueillir Paul Morin, qui est chercheur à l'Institut et professeur à l'École de travail social à l'Université de Sherbrooke et qui a mené là, une recherche sur la crise du logement dans le centre du Québec. Donc, étant donné là, les enjeux actuels, c'est très, très de l'heure et on se disait que c'était fort pertinent de pouvoir partager cette présentation-là avec nous de ces résultats. Puis il va y avoir un moment aussi pour questions, discussions, commentaires suite à la présentation de Paul. Fait que d'ici là, ben, je cède la parole à Paul, puis bonne présentation. Merci beaucoup, Paul. Oui, merci Jean-François. Donc, bien heureux de présenter là, les résultats de la recherche là, qui a été réalisée l'année passée, enfin de façon plus spécifique là, l'été dernier. Peut-être juste mentionner d'entrée de jeu là, que le rapport est en révision linguistique, là, un rapport qui va être autour d'environ presque 200 pages, là, qui va être disponible, là, j'imagine, le mois prochain, là, très bientôt, là, qui va être disponible après la révision linguistique. Donc, sans plus tarder, je vais présenter le déroulement de la présentation. Donc, la recherche, dans quel contexte ça a été faite, au niveau quelques indications au niveau de la méthodologie de la recherche. Le cas théorique, bon, passer quand même un peu rapidement là-dessus. Le centre de la présentation concerne évidemment les résultats de l'étude, les enjeux régionaux et les recommandations. Donc, je précise d'entrée de jeu ici là, que dans le rapport, il y a des recommandations qui concernent, c'est ce que je vais présenter aujourd'hui, qui concernent la dimension régionale là, du centre du Québec. Parce que bon, le temps est compté aujourd'hui, mais que dans le rapport, vous allez retrouver dans le rapport des recommandations qui ont trait à chacune des 5 MRC. Donc, juste pour mémoire, parce que bon, c'est peut-être pas tout le monde, je pense, là, qui a en tête là, les 5 MRC qu'il y a dans le centre du Québec. Donc, si on part par rapport du côté du fleuve, là, vous avez Nicolas-Yamaska, Bécancour, bon, après ça, MRC de l'Érable, Drummond et finalement Arthabasca. Donc, c'est les 5 MRC qui composent le centre du Québec. Et encore une fois, il y a aujourd'hui, c'est la dimension régionale que je présente, mais dans le rapport, vous allez retrouver des chapitres qui concernent chacune des MRC et des recommandations qui concernent chacune des MRC. Mais aujourd'hui, c'est la dimension régionale que je vais présenter. Donc, d'entrée de jeu, préciser que c'est un projet pardon, de recherche qui a été réalisé avec le soutien de l'Alliance centricoise pour la solidarité et l'inclusion sociale, en collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et comme je mentionnais tantôt, cette présentation cible uniquement la dimension régionale de l'étude. En 2010, il y avait déjà eu une première étude sur l'habitation dans le centre du Québec. Et bon, force de constater que la situation au niveau du logement s'est considérablement dégradée au point que bon, la région du centre du Québec est l'une de celles montrées fréquemment en exemple pour illustrer la crise du logement au Québec. Bon, on le sait, malheureusement, depuis quand même quelques années, on est en pleine crise du logement ici au Québec et on avait déjà connu une crise du logement significative au Québec au début des années 2000, mais elle avait touché essentiellement bon, les grandes villes comme Montréal, Québec et un peu déjà à l'époque d'Outaouais et Gatineau. La particularité aujourd'hui, une des particularités très importantes là, de la crise du logement que l'on vit à l'heure actuelle, c'est qu'elle concerne l'ensemble là, du territoire québécois et notamment, c'est la présentation d'aujourd'hui, la région qui est le centre du Québec. Et par exemple, le nombre significatif de personnes à la recherche d'un toit le 1er juillet dernier, ainsi que les données issues du dénombrement des personnes en situation d'itinérance n'en sont malheureusement que deux des manifestations les plus visibles. Voilà, toujours dans le bon sens. Donc, le comité logement, et ça, c'est intéressant, c'est pas toutes les régions du Québec qui ont un comité logement régional, donc un comité logement animé par le Comité régional de développement social, le CRDS, et la table des MRC du Centre du Québec, qui ont donc jugé prioritaire que soit organisé rapidement un nouvel état de situation sur l'habitation. Donc, intéressant en termes de partenariat, vous avez un comité
logement animé par le CRDS et en collaboration avec la table des MRC. Donc, on voit ici un aspect significatif, c'est que la table des MRC de la région du Centre du Québec a jugé effectivement que c'était prioritaire de réaliser un tel état de situation. Donc, mon mandat était celui-ci, de documenter quelle est la situation de l'habitation dans la région, dans la perspective d'identifier des voies de solution, parce que bon, il y a une crise, il y a des difficultés, il faut pas juste faire impasse, mais trouver des voies de solution. Et donc, pour la région du Centre du Québec, il s'agissait, pardon, d'être en phase avec un enjeu crucial pour les centricois et de fait d'avoir un positionnement stratégique à cet égard. Donc, j'insiste peut-être un peu lourdement, mais je pense que c'est important de se le dire, là. C'est pas toutes les régions du Québec qui en font une priorité et qui, effectivement, souhaitent avoir un positionnement régional, un positionnement stratégique régional à cet égard-là. Donc, je pense que c'est extrêmement intéressant que le Centre du Québec ait fait cet aspect-là. Parce que, bon, je vais donner un exemple. J'ai réalisé une autre étude il y a 2 ans au niveau du logement dans la MRC des Mascoutins. Mais MRC des Mascoutins, bon, c'est à la Montérégie-Est. Il n'y a aucune, à ma connaissance, il n'y a aucun positionnement stratégique de la part de la région concernant l'ensemble là, de l'habitation au niveau de la Montérégie-Est. Donc, c'est important de penser région. Ah, pourquoi ça ne veut pas avancer? Donc, l'étude s'appuie sur les données les plus récentes de Statistique Canada et de l'Institut de statistique du Québec. Donc, ici, attirer votre attention là, dans un temps quand même relativement assez court. Là, il y a 61 entrevues qui ont été réalisées dans les 5 territoires de MRC et également auprès d'acteurs régionaux. Donc, des entrevues qui ont été réalisées évidemment avec des gens du milieu communautaire, qui ont été réalisées aussi avec des maires, des mairesses, avec des personnes qui travaillent, des agents de développement, notamment dans chacune des MRC. Et aussi mentionner, bon, là, ici, dans le cadre de cette recherche-là, comme telle, ça a été 61 entrevues, mais je pense que ce qui est important aussi que je fasse part, c'est que j'ai réalisé aussi une étude l'année passée qui était commanditée par la table des aînés dans le centre du Québec, concernait les personnes qui étaient en situation de précarité et d'instabilité résidentielle. Et dans ce contexte-là, il y a 30 entrevues qui ont été réalisées avec des personnes en situation, hommes et femmes en situation de précarité et d'instabilité résidentielle dans le centre du Québec. Et donc, ces entrevues-là, ils ont effectivement été analysées et il y a eu un rapport qui a été produit sur les enjeux au niveau de l'instabilité et de la précarité résidentielle. Mais le point que je veux faire, pardon, c'est que ces entrevues-là ont pu aussi être réinjectées dans cette autre étude-là. Donc, dans le fond, on parle de près de plus de 90 entrevues qui ont été réalisées l'année passée dans le centre du Québec autour de la crise du logement. Et donc, la voix de locataire, effectivement, on la retrouve aussi dans cette recherche-là. En termes là, du cadre théorique, compte tenu que l'accès à un logement n'est pas uniquement de l'ordre de la réponse à un besoin essentiel des ménages, parce que bon, on met beaucoup l'accent à bon droit sur des enjeux d'accessibilité, d'abordabilité, mais l'habitat, c'est plus large que strictement des enjeux au niveau de l'accessibilité. Donc, lorsqu'on parle là, du logement, ça réfère également à l'ancrage du logement dans le territoire d'appartenance. Et donc, c'est important que l'habitation soit prise en compte de manière multidimensionnelle dans l'état de situation qui a été réalisé. Parce qu'effectivement, habitation et aménagement du territoire sont en effet indissociables. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'au Québec, au niveau gouvernemental, ça a beaucoup bougé dans les 2 dernières années. Il y a 2 ans, il y a eu la politique nationale sur l'architecture et l'aménagement du territoire qui a été diffusée. Il y a des orientations là, qui sont en train d'être élaborées au niveau de l'aménagement du territoire. L'Assemblée nationale a adopté l'année passée une nouvelle LAU, une nouvelle loi au niveau de l'aménagement du territoire. Donc, ça bouge beaucoup et tout ça se tient là, par rapport et on va avoir une loi qui va être adoptée là, autour de
beaucoup de débats autour du projet de loi autour de l'habitation. Donc, tout ça montre bien à quel point il y a une dimension multidimensionnelle lorsqu'on parle de l'habitation. Et donc, par exemple, la Société canadienne d'hypothèque et de logement regarde cet angle d'analyse-là, une analyse multidimensionnelle, a fait sien la définition d'un logement bien situé utilisé dans les directives pardon, de l'ONU sur le droit au logement. Et tu es cité par une collègue de l'Université d'Ottawa là, qui est très en pointe sur toute la question du logement au Canada, Whitman. Un logement n'est pas convenable s'il n'y a pas à proximité des possibilités d'emploi, des services de soins de santé, des transports en commun, des écoles, des services de garde d'enfants et d'autres équipements sociaux, ou s'il est situé dans une zone polluée ou dangereuse. Donc, on voit bien ici que le logement, euh, et lorsqu'on parle du droit au logement, c'est pas strictement d'avoir un toit sur la tête, c'est bien évidemment que c'est bien important, mais ça se situe dans un ensemble parce que, bon, malheureusement, parfois, il y a des gens qui vont rester du logement social, mais qui va être très périphérique, qui va être très loin du transport en commun ou des écoles. Euh, on a juste à penser à des enjeux de l'étalement urbain et tout et tout. Et donc, c'est vraiment important là, lorsqu'on parle du droit au logement, de faire le pont aussi avec ce que l'ONU appelle un logement bien situé, qui me semble bien montrer justement les enjeux autour de tout ce qui a trait à l'habitation et justement au niveau théorique de la dimension multidimensionnelle de l'habitation. Au niveau des résultats, donc chaque territoire a ses spécificités, encore une fois, 5 MRC, et donc c'est très différent d'une MRC à l'autre, j'y reviendrai, mais l'étude démontre, et c'est le point important que je veux faire, l'étude démontre que la crise du logement est présente partout. La hausse du coût des loyers, la perte de logements abordables et la difficulté d'accès à la propriété constituent les principales manifestations de cette tension immobilière. Outre les personnes en situation de pauvreté, particulièrement éprouvées par cette crise, les ménages à revenus modestes en font les frais, c'est-à-dire que le coût du logement devient déconnecté du niveau de revenu. Le jeu de l'offre et de la demande ne peut ainsi à lui seul réguler le marché immobilier. Donc, vous voyez, ça ici, c'est vraiment un constat qui ressort là, d'ensemble, autant au niveau des données statistiques qu'au niveau des 90 entrevues qui ont été réalisées. Euh, donc, hausse du coût du loyer, perte de logement abordable, difficulté d'accès à la propriété et des personnes avec des revenus modestes des ménages, plein de ménages gagnent 45, 50 000, 60 000 par année. Et lorsqu'on est habitué à payer un logement de 700, euh, et qui est rendu à 1000, 1100, bon, les gens arrivent tout simplement plus, les ménages à revenus modestes. Que dire des gens, des personnes en situation de pauvreté? Euh, Juste quelques données là, par rapport à la population centricoise. Il est prévu que la croissance de la population d'ici 2031 augmente de 15 mais avec des variations significatives par MRC. Et donc, près des trois quarts de la population sont concentrés dans deux MRC. Et donc, ça ici, c'est important d'avoir en tête là, que pour les gens qui connaissent mal la région du centre du Québec, c'est que les deux MRC, Drummond, qui est la ville principale avec Drummondville, et Arthabasca, qui est Victoriaville, bon, ben, effectivement, c'est les trois quarts de la population, grosso modo 251 000 de population dans le centre du Québec. Et vous voyez ici, lorsqu'on parle du centre du Québec, il en reste pas moins que euh, au niveau là, ben, ici, effectivement, près des trois quarts, il y a quand même une population importante là, qui habite dans les municipalités de moins de 9 999 habitants, donc 44 et 96 des municipalités du centre du Québec ont cette population-là. Et même, il y a même deux MRC, Érable, Nicolet et Yamaska, qui ont même 100 de leur population habitant dans des municipalités de moins de 9 999 habitants. Euh, le revenu d'emploi médian des travailleurs est inférieur au revenu de l'ensemble de la population, environ 4 000 de moins. Euh, euh, Compte tenu de l'augmentation des loyers, cette situation a un impact sur les conditions de vie des ménages.
Et c'est important de le signifier, pardon, il y a un écart de 8 800 de revenus entre les hommes et les femmes dans le centre du Québec, selon les données là, les plus récentes. Et tenu de l'augmentation des loyers, cette situation a un impact sur les conditions de vie des femmes. Le taux de propriété des ménages, 65,7 est supérieur à celui de la province, 59,9 tout comme le Québec, il est toutefois en baisse. Les deux MRC les plus populeuses ont le plus bas taux de propriétaires, donc Drummond et Arthabasca. Donc, on voit ici que il y a un nombre très significatif de ménages qui sont propriétaires, qui habitent là, dans des MRC qui sont moins populeuses. La région centre-équoise se distingue en regard de la moyenne provinciale par la prédominance significative de maisons individuelles non attenantes. C'est dans le sens que je viens de parler. Elle atteint même 75 dans la MRC de Bécancour et 73 dans la MRC de Nicolas-Yamaska. Ceci étant dit, c'est pas, on ne roule pas sur l'or souvent par rapport, bon, ben, on peut être propriétaire, mais pas vraiment avoir des revenus qui sont très importants, là. Et donc, l'accès à la propriété devient de plus en plus aléatoire pour les ménages à revenus modestes. On a juste à penser, bon, au taux d'intérêt et tout et tout. Il y a trois fois plus de ménages, toujours dans les données, il y a trois fois plus de ménages locataires, 19,7 que de ménages propriétaires, 6,9 qui défraient 30 et plus de leurs revenus pour se loger. Le stock, donc, ça ici, remarquez, c'est pas propre au centre du Québec. Là, on va retrouver un peu ou prou toujours un peu la même euh, différence euh, entre locataires et propriétaires au regard toujours du 30 ce qu'on appelle bon, des enjeux, revenus impérieux. Le stock de logements abordables a diminué fortement ces dernières années. Plusieurs, par exemple, nous ont parlé de propriétaires là, de blocs qui, bon, l'âge aidant, ces propriétaires-là, en plus, bon, le contexte pandémique, il y a des propriétaires, effectivement, qui ont vendu et des blocs qui étaient avec du logement abordable. Et les nouveaux propriétaires, on va te raconter dans quelques villes, là, on en a profité pour augmenter de façon considérable là, les loyers, même si dans des conditions parfois là, qui souvent ne le justifiaient pas. Mais le contexte faisant, les gens se sentaient en guillemets quasiment obligés d'accepter l'offre, ne contestaient pas. Donc, ça ici, c'est un enjeu là, important, là, parce que bon, on met beaucoup l'accent à bon droit qu'il faut construire du logement social, du logement abordable, mais en même temps, faut préserver le stock de logements abordables et là, comme ailleurs, la tendance, c'est qu'on en perd plus qu'on en construit. Donc, il y a péril à la demeure lorsque ce stock de logements abordables-là diminue fortement. Et ça, effectivement, c'est documenté et les gens nous en ont beaucoup parlé. Un autre aspect très bien documenté que dans la région, le coût des loyers a explosé ces dernières années et les loyers ne sont plus nettement inférieurs comme en 2010 par rapport à l'ensemble du Québec. Donc, encore une fois, j'insiste là-dessus. Il y a peut-être eu une occasion manquée en 2010. En 2010, il y a eu effectivement rapport, une enquête là, qui a été faite sur les conditions du logement, bon, qui montrait des aspects qui étaient intéressants, c'est-à-dire qu'à l'époque, les loyers étaient plus bas dans le centre du Québec qu'ailleurs. Euh, mais il y avait quand même des enjeux significatifs au niveau là, du logement abordable, du développement du logement social. Malheureusement, euh, ça a été un peu, peut-être parce que bon, il n'y avait pas la crise, là, mais malheureusement, ce rapport-là n'a pas eu véritablement de suite, ce qui fait qu'on se retrouve là, finalement une dizaine d'années plus tard et on a un point de comparaison là, qui nous dit, bon, là, il faut vraiment agir. Donc, il y a cet aspect-là. Évidemment, compte tenu de l'augmentation des loyers, cette situation a un impact sur les conditions de vie des ménages qui font en sorte là, que, notamment, deux manifestations que nous, on a bien documentées dans notre recherche, là, c'est que la précarité et l'instabilité résidentielle sont des conséquences de la crise du logement. Et des personnes, je me rappelle d'une femme là, qui a pris sa retraite, qui finalement
bon, suite à un divorce, sa retraite ne lui permettait pas de vivre seule. Donc maintenant, elle demeurait avec l'un de ses enfants et elle pensait peut-être retourner travailler. Et, d'autres personnes nous ont parlé justement des jeunes, notamment à quel point là, les loyers étaient hors de prix et que finalement, c'était la croix et la bannière pour se trouver un logement qui avait une certaine allure, ou pas d'allure du tout, mais on prenait ce qu'on devait prendre, là. Et donc, en termes de données qualitatives. Bon, on fait toujours un peu un tri. Je vous en soumets deux ici. Une élue municipale nous a dit ceci lors d'une entrevue. Quand l'OH, ça c'est l'Office d'habitation là, qui gère des HLM, des habitations à loyer modique, quand l'OH est plein, ça refoule dans les maisons d'hébergement et les femmes qui souhaitent avoir des appartements dans l'OH ne peuvent en avoir. La fluidité n'est plus là et les femmes demeurent plus longtemps en hébergement même si elles sont prêtes à partir et certaines ne cotent pas non plus pour aller en OH. C'est un effet de domino jusqu'à nos ressources communautaires. Et bon, ça, je l'ai entendu aussi dans la recherche que j'ai menée dans les Mascoutins il y a 2 ans à Saint-Hyacinthe. Et c'est documenté aussi au niveau provincial. Là, il y a des enjeux importants et mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que lorsqu'effectivement les femmes sont victimes de violence, ils ont un accès prioritaire au niveau d'un office d'habitation, mais encore faut-il qu'il y ait du logement disponible. Et en lien avec cet aspect-là que je viens de vous dire, une intervenante nous dira ceci, nous a dit ceci, pardon, je travaille au service d'aide au logement. J'ai remarqué cette année qu'il n'y a plus de violence conjugale. Bon, le contexte pandémique a aussi fait sa part là-dedans, malheureusement. Elle se ramasse avec les enfants et peu de moyens à essayer de trouver un logement. Elles vont dans un organisme communautaire parce qu'elles ne sont pas capables de se loger, des fois même à l'extérieur de la ville. L'Association de défense des droits de locataires de la région a constaté ceci. Ce que l'on a vu de janvier à mars 23, nous, c'est vraiment l'augmentation de loyer pour lequel on est sollicité. Les augmentations étaient fortes et il y avait une petite pression que je n'avais pas vue l'an passé de signer. Donc, vous voyez ici, là, certains propriétaires, pas tous, mais certains propriétaires font effectivement une certaine forme de pression qui se traduit par ce verbatim-là. Ne prends pas le temps de regarder cela. Je te demande 180 pièces de plus parce que mon hypothèque est bien plus chère. Si tu ne signes pas, le mois prochain, tu es sorti. C'est vraiment une problématique que l'on a eu des gens qui ont signé des documents qu'ils n'auraient pas dû signer. Cette pression inflationniste sur le coût des loyers se répercute sur les organismes pardon, de sécurité alimentaire. Là encore, on le constate un peu partout, tel que identifié pardon, par les intervenants de terrain. On a de plus en plus de familles et aussi de ménages qui ont des revenus modestes. On a moins de nourriture qu'auparavant et il faut maintenant en acheter. Il y a une augmentation marquée dans les banques alimentaires, même les gens en emploi. Les deux banques alimentaires ont noté une augmentation des ménages en emploi, mais leur éligibilité n'est pas évidente compte tenu des barèmes au niveau de moisson. C'est très inquiétant. Cela joue surtout comme la réussite éducative, la vie citoyenne. Et ça, je l'ai entendu là, dans toutes les MRC, que ce soit à Plessisville, que ce soit à Victo ou à Drummondville. Et donc, il y a vraiment un enjeu là, qui n'est pas uniquement lié à des grandes villes, à des villes comme Arthabasca, comme Victoriaville ou Drummondville, mais on vous parle aussi de Plessisville ou même Nicolet. Euh, Quelques données par rapport justement au niveau de la population aînée. On sait que c'est un enjeu là, pour l'ensemble du Québec, mais euh, quand la population du centre du Québec est plus âgée que l'ensemble du Québec, cette tendance se poursuivra. L'âge moyen 44,3 est également plus élevé. Et donc, au niveau des aînés, les personnes aînées avec des revenus modestes peinent à conserver ou à trouver du logement abordable. L'offre de logement spécifique à cette population est inabordable pour nombre de celles-ci. Les personnes aînées souhaitent demeurer à domicile, mais l'offre de soutien à domicile sera-t-elle suffisante? Donc, vous voyez ici, encore une fois, en lien avec la dimension multidimensionnelle de l'habitation, mais qui touche une
une population très significative là, du Québec. Je pense, si je me rappelle bien, en 2030, là, le quart de la population du Québec va avoir 65 ans et plus. Et bon, des personnes aînées qui ont eu des revenus modestes toute leur vie et qui vont se retrouver avec la pension et parfois même sans pension, mais avec le fédéral et le provincial, c'est très peu d'argent et parfois les aînés ont de plus en plus, pas parfois, ont de plus en plus de difficultés effectivement à trouver du logement abordable et un nombre très significatif des aînés, on sait, c'est une tendance lourde, vont vivre seuls et donc ça soulève toute une série d'enjeux là, au niveau là, du soutien à domicile. Au niveau de la population immigrante, dans le centre du Québec, il y a une faible proportion de personnes avec le statut d'immigrant, mais de grandes familles, particulièrement pour celles avec de ménages réfugiés. On en retrouve là comme ailleurs. On a de la difficulté à se loger. Et ça, c'est un défi majeur. L'accès de grands logements pour les familles nombreuses. On m'a raconté des fois que des familles étaient obligées d'avoir deux logements contigus pour effectivement pouvoir loger l'ensemble de la famille. Donc, ça, ici, on parle de personnes réfugiées, on parle d'une faible immigration temporaire. Cependant, là comme ailleurs, la région, il y a un manque de main-d'œuvre et la région a une présence significative de personnes avec un permis temporaire de travail. Donc, et ça ici, c'est un peu la quadrature du cercle parce que, bon, la présence de personnes avec un permis temporaire de travail est indispensable. Toutefois, elle contribue à la tension immobilière. Et ici, c'est pas, on se comprend bien, c'est pas de mettre la blâme sur personne, c'est généralement de constater que même dans des petites villes, on a un manque de main-d'œuvre et on va chercher des personnes qui ont un permis temporaire de travail. Et ça concerne aussi non pas juste des personnes qui vont travailler en usine, mais aussi des personnes qui vont travailler en milieu agricole. Et ici, on ne parle pas de personnes là, qui vont être là uniquement dans le temps des récoltes, mais qui vont être là à l'année. Et donc, vous avez des agriculteurs qui vont carrément acheter des maisons. Vous avez des usines qui vont acheter des blocs. Et donc, pour leur main-d'œuvre dite temporaire. Mais évidemment, tout ça fait une pression sur le marché. Et donc, c'est vraiment un phénomène qui a été documenté là, dans le centre du Québec et on voit bien, on a juste à suivre l'actualité présente pour se rendre compte là, que c'est un phénomène d'une très grande ampleur. Au niveau de l'itinérance, bon, ici, peut-être juste attirer votre attention, là, c'est qu'on n'a pas de données, parce que bon, la particularité du centre du Québec, là, et c'est pas faute d'avoir essayé dans le centre du Québec, là, au niveau de santé et services sociaux, d'avoir une autonomie administrative, mais c'est pas le cas. Donc, le centre du Québec est reconnu comme une région administrative, mais au niveau de la santé et des services sociaux, c'est Mauricie, le centre du Québec. Et donc, lorsqu'on fait un dénombrement au niveau de la situation d'itinérance, les deux territoires sont mis ensemble, Mauricie et le centre du Québec. Et donc, entre 2018 et 2022, il y a eu une hausse de 21 de personnes qui ont été dénombrées en situation d'itinérance de 297 à 454 personnes. Plus de la moitié, 62 des personnes en situation d'itinérance souhaitent de l'aide pour trouver et garder un logement. On trouve ensuite les lieux de socialisation pour discuter, rencontrer des gens, les services d'aide juridique et de l'aide pour trouver un emploi comme service souhaité. Lors du dénombrement de 2018, 41 des répondants avaient souhaité de l'aide pour trouver et garder un logement. Donc, et donc, tandis que en 2022, c'est 62 %. Donc, une différence qu'on peut estimer significative de 21 par rapport justement à de l'aide pour trouver un logement. Donc, on peut imaginer que c'est un lien quand même assez direct là, avec la situation actuelle. Donc, on voit ici trouver et garder un logement parce que, bon, euh, c'est pas toujours évident là, pour certaines personnes qui ont des vécus difficiles. Une fois qu'on leur a trouvé un logement, ben, ils ont besoin effectivement d'un soutien. Et c'est quasi essentiellement le milieu communautaire là, qui accompagne les personnes pour leur trouver, pour effectivement là, les aider à trouver un logement.
Et cette situation-là, on peut aussi la retrouver même en office d'habitation, où certains, parce qu'il y a des personnes, effectivement, que j'ai interviewées, qui ont été interviewées, pardon, qui ont HLM, et on peut penser, bon, ces personnes-là payent 25 de revenus pour rester en logement, et donc, là, dans le fond, euh, il n'y a plus de précarité résidentielle, mais il peut y avoir aussi de l'instabilité résidentielle, dans le sens que on peut avoir accès à un logement euh, en OBNL ou en HLM, et même si on ne paye pas plus que 25 on va avoir certaines difficultés, que ça peut être la dépendance, que ça peut être tout type de problème, l'isolement, qui peut faire en sorte qu'effectivement, qu'on va se retrouver en situation d'instabilité résidentielle et parfois même on peut être à risque là, de perdre notre logement. Il faut avoir en tête que lorsqu'on perd un logement social, suite à une décision du tribunal administratif du Québec, on est 3 ans sans avoir accès de nouveau à un logement social. Donc, le juste point que je veux faire ici, c'est que oui, c'est important d'avoir accès à un logement social, mais parfois, il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour effectivement qu'ils puissent le garder. Au niveau, toujours dans la section résultats, il y a, selon les données de l'ISQ, tout récent, l'Institut de statistique du Québec, il y a 2846 ménages privés dans la centre du Québec habitant un logement social ou communautaire en 2022. Donc, c'est des données très récentes, là, soit 7,5 des 37 995 ménages d'un logement locatif de la région. Et les variations des territoires de MRC sont les suivantes par ordre décroissant. Bécancour, 18 Nicolet-Yamaska, 11 Érable, 8,2 Drummond, 6,2 et Arthabasca, 4,4. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Ce qu'on constate ici, c'est que plus vous avez un territoire de MRC qui est, sauf Arthabasca ou Drummond, pardon, il y a plus de monde que dans Arthabasca, là, mais le point significatif ici, là, c'est que des MRC comme Bécancour, Nicolas Yamaska sont relativement, bon, on parle grosso modo autour de 24, 25 000, si je me rappelle bien. Et donc, ils ont un taux très significatif là, de logement social et parfois même peuvent avoir de la difficulté à- à- à remplir l'ensemble de leur logement HLM pour différentes raisons. Et donc, les données de l'ISQ permettent de constater que les deux MRC ayant le moins de ménages en logement locatif sont celles ayant le plus grand nombre de logements sociaux et communautaires. Donc, Bécancour, 18 ainsi le double de la moyenne québécoise. Selon les données de Statistique Québec, c'est 9,1. Et donc, ce que ça permet de dire, c'est que la recherche a documenté que la situation est particulièrement critique dans les MRC les plus populeuses, Drummond et Victoriaville. Celles-ci sont nettement en dessous de la moyenne pour l'ensemble du Québec. On se comprend bien, c'est pas de dire que dans la MRC de l'Érable ou dans Bécancour, dans Nicolet-Yamaska, il n'y a pas d'enjeu d'abordabilité. C'est simplement de dire que c'est un constat objectif, là. Il y a plus effectivement de logements sociaux dans le territoire de Bécancour, Nicolet-Yamaska qu'on va en retrouver ailleurs. En termes d'enjeux, encore une fois, on est dans cette présentation-là au niveau des enjeux régionaux. Et donc, il y a, comme je l'ai dit, il y a eu l'occasion qu'on peut qualifier de manquer. Je pense que c'est le bon terme, là. Il y a environ 15 ans, 2010. Et donc là, il y a une émergence, qu'on peut dire, d'un leadership régional avec le CRDS, le comité logement et la table des MRC. Et donc, il faut que ce logement-là, ce qui est souhaité, effectivement, là, c'est qu'il y ait effectivement, au-delà des spécificités des MRC, qu'il y ait un leadership régional dans le domaine de l'habitation. Euh, qui irait de pair avec le développement d'une expertise multidimensionnelle en habitation dans une perspective de territorialisation d'une politique du logement, afin notamment d'accroître le nombre de logements hors du marché. Et donc, des grands termes, l'expertise multidimensionnelle, mais bon, euh,
Encore une fois, on ne peut pas penser la question du logement sans penser l'aménagement du territoire, sans penser à des enjeux qu'on réfère à la densification pour contrer l'étalement urbain. On est dans une époque de dérèglement climatique, ça a un lien aussi avec toute la question du logement, parce que le logement est le principal facteur d'artificialisation du sol. Et donc, lorsqu'on pense à un territoire, que ce soit des MRC ou que ce soit d'une région, il faut aussi faire une tête sur une forme de territorialisation d'une politique de logement. Bon, ça peut sembler peut-être un peu bizarre dans le sens qu'au Québec, on a de la difficulté à s'en donner une politique du logement pour l'ensemble là, de la province, enfin du territoire québécois, parce que force est de constater qu'on n'en a pas, puis on aura besoin d'une, mais qu'une région fasse preuve là, de leadership et s'en donner une, et qu'une MRC aussi s'insère là-dedans, mais ce serait, à mon avis, ça serait l'idéal. Il y a un enjeu et ça concerne pas juste uniquement, mais beaucoup le milieu communautaire, le soutien aux intervenants et intervenantes qui accompagnent des personnes en précarité ou instabilité résidentielle. Bon, je sais pas, la situation s'est complexifiée, il y a bon, des enjeux de dépendance, toxicomanie, personnes en situation de pauvreté, et tout, et tout. Et donc, ces intervenants, intervenantes-là qui sont dans leur organisme, on a comment faire en sorte effectivement là, qu'il y ait une forme de mutualisation des pratiques qui puisse effectivement être soutenue par de la formation et tout. C'est un enjeu, je pense, qui est important et finalement, la question de la densification, il y a un enjeu, on me l'a dit, je l'ai entendu maintes et maintes fois dans les entrevues, l'accessibilité sociale, la densification ne va pas de soi. C'est-à-dire que ici, on peut retrouver autant ça dans le jet appenté au Saint-Romuald-du-Pas-dans-ma-cour, là. On peut le retrouver en ville, mais on peut aussi le retrouver dans des villages, parce que bon, lorsqu'on veut, c'est un peu le rêve nord-américain du bungalow, mais donc de penser aussi que dans des villages, et encore une fois, dans 96% des municipalités dans le centre du Québec ont moins de 10 000 habitants, là. Et donc, est-ce que c'est possible? Comment on peut effectivement développer de l'immobilier du logement locatif dans les villages, c'est un enjeu aussi qui est effectivement important. C'est une forme de densification. Euh, le maintien, toujours en termes d'enjeu, le maintien à domicile des personnes en ligne dans la perspective de la mise en œuvre de l'approche centrée sur le lieu. Bon, ici, je ferai une histoire courte. Ce qu'on appelle l'approche centrée sur le milieu, c'est l'idée d'avoir une approche là, qui enfin, qui s'appuie sur le leadership du secteur public, la santé, des services sociaux, mais qui, dans une perspective intersectorielle, travaille avec l'ensemble là, des acteurs qui sont concernés par l'aménagement du territoire et la question du logement. Et donc, autant les organismes communautaires aussi, évidemment. Et donc, comment faire en sorte, effectivement, oui, de soutenir le maintien à domicile des aînés, mais en travaillant avec différents organismes communautaires qui vont faire en sorte que ces personnes aînées-là ne soient pas seules à domicile et qui vont pouvoir s'insérer là, dans des réseaux locaux de proximité. Euh, un autre enjeu qui est l'équilibre entre l'apport de personnes en provenance de l'extérieur du Canada et l'offre de logements locatifs abordables. Bon, écoutez, c'est un enjeu effectivement là, qui dépasse la région et qui dépasse même le Québec, on le voit bien, mais en même temps, il faut en discuter. C'est tout l'enjeu aussi de mettre ça sur la table au niveau d'un territoire d'un MRC, par exemple, et de se dire, bon, ben là, j'ai une usine, j'invite du monde, parce que souvent, euh, puis les gens se parlent, même dans les petits milieux, les gens n'ont pas nécessairement tendance à se parler. Chacun fait sa petite affaire. Donc, est-ce qu'effectivement, on peut se coordonner et faire en sorte là, que, oui, si on va chercher des personnes de l'extérieur parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, en même temps, est-ce qu'on peut effectivement s'associer, travailler avec d'autres personnes pour, bon, trouver des solutions? Bon, l'impact de la filière batterie, faire une histoire courte, parce que bon, il y a peut-être
pas tout le monde nécessairement ici en Estrie là, qui en a entendu parler. La filière batterie s'insère là, dans ce qu'on appelle la vallée de la transition énergétique, là, qui concerne notamment, bon, évidemment, Bécancour, mais qui concerne aussi Shawinigan. Donc, des investissements extrêmement importants. Et dans la région qui nous concerne, le centre du Québec, on pense au parc industriel et portuaire de Bécancour. On estime grosso modo que d'ici 2030, il va y avoir entre 1500 et 2000 nouveaux employés là, qui vont travailler dans le parc industriel et portuaire de Bécancour. Et donc, c'est un enjeu pour l'ensemble de la région parce qu'on s'attend que, bon, une partie significative peut-être de ces personnes-là, de ces nouveaux travailleurs, travailleuses-là vont venir s'établir dans la région. On peut remarquer, ils peuvent aussi aller traverser le pont et la Violette et aller à Trois-Rivières. Mais donc, c'est important d'avoir en tête qu'effectivement, la recherche qui a été impulsée par la table des MRC, le CRDS s'inscrit en lien avec une dimension économique extrêmement importante pour la région, qui est la filière batterie, la vallée de la transition énergétique. Il y a un enjeu que j'ai peu parlé, mais qui réfère aux demandes d'exclusion à la CPTAQ, qui est la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Parce qu'il y a un certain nombre de municipalités qui veulent avoir des zonages du milieu agricole pour effectivement pouvoir développer du logement. En même temps, il faut protéger nos territoires agricoles. Donc, c'est un enjeu, c'est un enjeu très significatif et la CPTAQ a tendance à être beaucoup plus vigilante qu'auparavant et à mettre l'accent sur des enjeux justement de densification et que les municipalités qui veulent qui font des demandes d'exclusion, ben, on leur dit, ouais, mais avez-vous pensé à densifier et tout et tout. Un enjeu qui est important, qui est la participation citoyenne en l'aménagement du territoire et en habitation. Bon, dans la politique nationale de l'architecture et de l'habitation et aussi par rapport à ce qui est mis de l'avant par le gouvernement à l'heure actuelle, c'est pas une dimension là, qui me semble particulièrement vigoureuse, là. Et donc, je pense qu'il faut être vigilant et que c'est un enjeu, là, comment effectivement, lorsqu'on est une MRC, lorsqu'on est une région, on met l'accent aussi sur l'implication citoyenne en aménagement du territoire et en habitation, toujours dans une logique perspective là, multidimensionnelle. On ne peut pas passer outre à la participation citoyenne. Et donc, au niveau des recommandations là, par rapport à la dimension régionale, euh, volet 1, qui était effectivement d'exercer un leadership régional. Et donc, dans les recommandations, c'était effectivement de formuler, encore une fois, le rapport, c'est quand il va être disponible très bientôt, se veut un état de situation. Donc, après, ça appartient à la région, effectivement, d'en faire, de l'utiliser et d'en faire bon escient. Et donc, dans l'optique effectivement d'exercer un leadership régional, ben, un moyen, ce serait de formuler une vision régionale favorisant l'accessibilité, l'abordabilité et le maintien de domicile, d'élaborer une stratégie régionale concertée de sensibilisation et de représentation, et donc d'établir un plan d'action qui serait sous la responsabilité de la table des MRC, du CRDS et du CIUS-MCQ. Bon, ici, pourquoi le CIUS-MCQ? C'est parce que, bon, c'est un acteur extrêmement important au niveau de la santé et des services sociaux et que dans cette optique-là régionale, par rapport justement aux enjeux qui concernent l'habitation, le CIUS-MCQ devrait être partie prenante et on se comprend, hein. L'habitation, le logement, c'est un déterminant social de la santé et du bien-être, donc qui interpelle euh, la santé publique. Euh, J'en ai mentionné tantôt au niveau de la CPTAQ, ça serait pertinent de faire une analyse des demandes d'exclusion déposées à la CPTAQ et dans ce contexte-là, de la mise sur pied d'un comité de travail où on trouverait la table des MRC, la municipalité et l'UPA. Au niveau toujours au niveau par rapport à la formation continue, euh, connaissance des formations et outils. On se rappelle, je l'ai mentionné tantôt, les enjeux de formation, connaissance des formations et outils disponibles en regard de la précarité, de l'instabilité résidentielle, adaptation au contexte rentricoire. On a un peu tendance au Québec
réinventer la roue, là. Existe là, vraiment qu'on faut, il existe là, des outils qui ont été développés et tout, là. Évidemment, il peut y avoir des enjeux d'adaptation au contexte, là, mais tu sais, toujours encore dans l'idée que j'ai mentionnée tantôt par rapport à un enjeu, parce qu'évidemment, l'idée des recommandations sont liées aux enjeux qui ont été mentionnés tantôt. Il y en a un qui concernait justement le soutien aux intervenants. Bon, ben, c'est l'idée justement d'avoir des formations et outils disponibles en regard de la précarité et l'instabilité résidentielle. Et dans cette optique-là, la mise sur pied d'un comité de pratique sur la précarité et l'instabilité résidentielle, où seraient notamment discutés les aspects reliés au genre et à l'indépendance. Pourquoi la question du genre? Parce que effectivement, il y a des enjeux qui sont spécifiques là, aux personnes là, euh, aux personnes, aux femmes peuvent vivre, qui vivent, pardon, pas qui peuvent, dont certaines vivent des situations là, d'exploitation sexuelle et tout, d'insécurité. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête. Dépendance, pourquoi? Parce que, bon, les problèmes, entre autres, des enjeux de santé mentale, dépendance, j'en ai entendu parler là comme ailleurs, et c'est pas simple, loin d'être là, d'intervenir de façon adéquate envers des personnes, en accompagnant, pardon, des personnes qui ont des problèmes de dépendance et de santé mentale. Et donc, comme un comité de pratique, bon, c'est un peu dans l'air du temps, mais toujours un peu l'idée de ne pas être seul comme intervenant, là, mais effectivement de travailler ensemble. Et finalement, un autre comité de pratique sur l'aspect multidimensionnel de l'habitation en regard de l'aménagement du territoire. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a eu quand même des montants significatifs là, qui ont été accordés au centre du Québec, à la région, dans le contexte de la filière batterie, pour justement euh, faire de l'aménagement du territoire, faire de la planification du territoire de façon coordonnée. Et il va y avoir je pense, dans chacune des MRC, je pense qu'il va y avoir au moins une personne d'embauchée qui va avoir au moins, en tout cas, une de ses responsabilités importantes va être la question de l'habitation. Donc, le point ici, c'est qu'il y a une expertise là, qui va se développer dans la région au niveau de l'habitation, mais on est dans la complexité, on est dans la dimension, aspect multidimensionnel. Donc, l'idée au niveau régional, ce serait effectivement là, d'avoir un comité de pratique qui permet le réseautage, qui favorise le réseautage entre ces personnes-là. Le volet 2 qui est favoriser la participation citoyenne en aménagement du territoire et donc la mise sur pied d'un comité de travail où on retrouverait effectivement là, les différents acteurs dans l'idée effectivement d'élaborer un plan d'action au niveau régional qui ferait en sorte là, que c'est pas juste un vœu pieux la participation citoyenne, mais qui soit effectivement soutenu à différents paliers. Et finalement, miser sur une approche centrée sur le lieu, dans l'optique effectivement là, qu'il y a des milieux de vie, là comme ailleurs, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, des quartiers, même certains immeubles là, où effectivement il y a différents types de problèmes. Donc, comment et qui impose pour résoudre, pour accompagner ces personnes-là qui ont différents problèmes, comment effectivement qu'on peut travailler ensemble dans une perspective intersectorielle, santé, services sociaux, avec l'habitation, avec aussi les organismes communautaires pour effectivement faire en sorte qu'on ne soit pas juste un problème, un service, mais qu'on puisse effectivement agir de façon préventive et aider ces milieux de vie-là à s'en sortir. Et donc, pour ce faire, il faut effectivement bien identifier ces différents milieux de vie-là et travailler de façon concertée pour cheminer ensemble, parce que, bon, c'est évidemment au long cours cet aspect-là. Et donc, ça terminerait la présentation du PowerPoint. Oui. Merci beaucoup, Paul.